Sylvain, quelle crédibilité faut-il donner à cette démarche d'apaisement qu'on observe depuis ce week-end dans l'Est de la République démocratique du Congo? Les parties prenantes, ou du moins les principaux belligérants, qui donnent l'impression de prendre en considération les enjeux de paix et s'accordent progressivement autour d'un cessez-le-feu avec ce retrait du M23 annoncé de Walikale Centre. Merci. Avant de répondre à votre question, je viens ici déplorer la démission du président Lorenzo, parce que pour moi, c'est carrément montrer que nos organisations, parce que le président, il n'est pas seulement président de l'Angola, mais il est en même temps au niveau de l'Union africaine. Cela signifie que nos institutions n'ont réellement pas de pouvoir, n'ont pas de gagne pour résoudre nos problèmes internes. Parce qu'au niveau de l'Afrique, avec cette union et avec son rôle en tant que président de l'Angola, je pensais qu'il allait vraiment arriver à bout de cette opposition qui déchire les frères de cette partie de l'Afrique. Bref. Et de l'autre côté, je voudrais aussi émettre vraiment un point par rapport aux frères qui viennent d'intervenir. Tout ce que j'ai entendu ici, c'est que sans Martin Fayoulou, il n'y aura pas de paix au Congo. Alors, nous disons qu'il faut défendre d'abord le Congo. Alors, lorsqu'on invite les Congolais dans un gouvernement de coalition ou bien dans des discussions, je pense que c'est une occasion où Martin Fayoulou, s'il aime réellement le Congo, comme le dit le frère, et qu'il a toutes les solutions du Congo, je pense que Martin Fayoulou et ses fans et ses supporters devaient vraiment saisir cette occasion pour aller poser les bases de ces solutions, pour aller dire quelle direction il faut prendre pour que le Congo, dont la déstabilisation affecte toute la zone et toute l'Afrique, cesse. Mais malheureusement, sur ce genre de position tranchée, je suis fort surpris qu'on arrive vraiment à une solution au Congo. Maintenant, lorsque je viens répondre à votre question, c'est que cette sortie où on parle de cessez-le-feu, c'est toujours une occasion à saisir. C'est une occasion à saisir. Il faut dire que les Wazalendo peuvent se battre, mais quel est leur poids militaire? Quel est le poids militaire, comme il le dit, voilà, des groupes d'autodéfense dans cette zone? Quel est leur poids militaire? On voit les chars de tous les côtés, et eux, ils sont pris vraiment en sandwich. C'est de cela qu'il s'agit, parce qu'ils ne sont pas organisés, on ne voit pas qui est leur chef. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu un chef de ces groupes armés venir sur les tables de discussion pour parler du Congo, ou bien pour parler ne serait-ce que de cette zone du Congo. Donc, il faut toujours saisir toute occasion qui parle de paix. On ne peut pas continuer à faire la paix de façon infinie. Il y a les Congolais, les femmes, les enfants qui sont en train d'être déplacés, qui meurent, et donc on ne peut pas tout ramener à une seule personne, Martin Fayoulou. On peut ne pas aimer Tshisekedi. Nous n'avons jamais apprécié la politique de Tshisekedi dans plusieurs interventions, plusieurs émissions. Nous l'avons critiqué comme il le faut, mais nous disons qu'il faut placer le Congo au centre de toute discussion. Comment sauver le Congo? Alors, on doit mettre ces gens-là à l'épreuve. Ceux qui signent aujourd'hui, qui parlent de cessez-le-feu, on doit les mettre à l'épreuve. Nous ne disons pas que l'armée congolaise doit aller dormir sur ses deux oreilles ou bien aller vraiment fêter. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Elle doit être vigilante, elle doit veiller, parce que nous voyons que dans plusieurs cessez-le-feu dans le monde entier, lorsqu'il y a confrontation, lorsqu'il y a guerre, il y a toujours une partie qui cherche à avoir plus de gains pour être en position de force lors des discussions. On voit le cas récent en Ukraine où les Européens continuent d'alimenter l'Ukraine malgré toute cette demande de cesser le feu d'un mois demandée à la Russie. Donc,
l'armée congolaise doit être vigilante. Le président Tshisekedi, nous demandons au président Tshisekedi de tout faire pour donner les moyens qu'il faut à cette armée pour qu'elle soit prête à tout moment, à toute éventualité de surprise. C'est ce que nous pouvons demander aujourd'hui au Congo. Lorsqu'on regarde ce genre de char, par exemple, ce genre de camions de guerre, nous ne pensons pas que les groupes armés locaux aient vraiment les moyens de s'en procurer. Donc, soyons réalistes, allons aux discussions, allons à toutes les rencontres là où il faut, où on peut s'asseoir pour sauver le Congo. Ne nous focalisons pas sur une seule personne, ne soyons pas des personnes qui ne veulent même pas de discussion, pas du tout, parce qu'à la fin, quelle que soit la guerre, toutes les guerres sont toujours finies par la discussion. Toutes les guerres ont été arrêtées à la suite des discussions, à la suite des dialogues, malgré les assassinats qui se sont passés dans ces pays-là. Aujourd'hui, vous voyez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, même si ce n'est pas le miel, mais malgré les rébellions, les tueries, et tout, aujourd'hui, on parle de discussion pour que des élections réelles se passent. C'est la même chose dans toutes les guerres. La Russie et les États-Unis, c'était les ennemis. Mais regardez aujourd'hui, ils sont en train de discuter. Même quand chacun défend ses intérêts, ils sont en train de discuter. Donc ce ne sont pas les mêmes fils d'une même nation, c'est-à-dire le Congo, qui ne seront pas capables de discuter. Il faut qu'ils discutent et c'est à cela qu'ils pourraient trouver la solution adéquate pour faire face au Rwanda. Mais lorsqu'on parle ici de confiance au Rwanda, j'ai dit pour le moment, je pense avec des pincettes parce que les décideurs, les financiers, les bailleurs de fonds du Rwanda qui élèvent toujours le Rwanda comme le meilleur pays d'Afrique depuis des années, qui élèvent Kigali comme la meilleure ville d'Afrique depuis des années, n'ont pas encore dit leur mot. Ils n'ont pas encore dit leur mot. Parce que si, de façon unilatérale, Kigali décide d'arrêter la guerre contre le Congo, ça veut dire l'Angleterre, la France et tous ces pays-là ne seront plus alimentés dans les matières premières qui sont volées depuis le Congo. Donc, il faut vraiment prendre ces choses-là, cette déclaration avec des pincettes, mais observer et donner une chance à toute discussion. Voilà. Donner une chance à toute discussion. On rappelle que l'État du Qatar salue justement les déclarations de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda concernant leur engagement en faveur de la désescalade et la réduction des tensions dans l'est du Congo, suite notamment aux déclarations du M23 sur son retrait de la zone de Walikale centre. Alors, patient parfait d'homme, faut-il parler d'une avancée significative vers la stabilité et la paix dans la région de façon générale, en donnant justement une chance à la paix par le dialogue, ou alors parleriez-vous également d'une stratégie de manipulation? Je parlerai un peu plus longtemps de la décision du président Lorenzo, président de l'Angola et actuel président de l'Union africaine, pardon, en exercice de l'Union africaine, de jeter l'éponge par rapport à la médiation qui était la sienne dans cette affaire congolaise. Il y a des humiliations qui sont inacceptables. Il y a des formes d'humiliation que certains de nos frères africains nous font subir qu'on ne peut pas longtemps accepter. L'Angola a beaucoup payé dans les crises multiples au Congo. Les crises congolaises ne datent pas de cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle qu'il fut un temps dans l'histoire congolaise d'ailleurs récente où on avait des Américains qui avaient une base militaire au Congo. Et cette base militaire congolaise travaillait en étroite collaboration avec l'Afrique du Sud raciste pour contrer sérieusement toutes les velléités d'affranchissement et d'indépendance des pays au niveau de ce qu'on appelait les pays de la ligne de front, grosso modo. Et ces pays-là ont subi pendant longtemps les affres de la déstabilisation
provenant de l'Afrique du Sud, raciste de M. Peter Botha et consorts que vous connaissez. Et c'est le Congo de M. Mobutu qui avait ouvert tout un espace et avait donné une base militaire à l'armée américaine pour faire le sale boulot et ne pas permettre une stabilité au niveau de cette zone de notre continent. Au moment où les troupes américaines ont décidé de partir de cette base, ils ont légué cette base-là aux rebelles de Jonas Savimbi. Donc le rebelle de Jonas Savimbi avait le territoire congolais comme profondeur stratégique à partir duquel il menait des attaques sur l'Angola. Alors, il s'est passé cette célèbre bataille de Cuito Canavale, dont tout le monde se souvient, qui a opposé les forces de l'Afrique du Sud racistes, je soutiens, aidées par la France, par l'Angleterre, par l'Allemagne, par Israël et par, évidemment, les États-Unis, contre l'armée angolaise, qui, elle, était soutenue, évidemment, par qui? Par les troupes cubaines. Ce fut l'une des plus grandes batailles où, pour la première fois, une armée africaine mettait en déroute l'Afrique noire, parlant, l'une des puissantes armées impérialistes sur le continent africain, la bataille de Cuito Canavale. Et effectivement, elle est en ce temps-là, par des compagnons d'armes, que ce fut le cas des combattants de l'Union des populations de Cameroun, UPC, mon pays, mais aussi par les ex-gendarmes katangais. Alors, on revient toujours au Congo. Pour ceux qui se souviennent des gendarmes katangais avec la Légion Socio-Colombie, je refais l'histoire très rapidement. Ceux qui comprennent comprendront. Alors, ce qui s'est passé après, quand les troupes de Joseph Désiré Kabila décident, aidés en cela, pas seulement par le Rwanda, avec un deal d'ailleurs, avec la CIA, mais aussi par des forces ougandaises, des forces tanzaniennes, même burundaises un peu, pour et Kabila, qui était un ancien de Moulélé. C'est pour cela qu'il se retrouvait d'ailleurs en Tanzanie, en exil, bon, où il faisait d'autres trafics pour survivre avec ce qui lui restait encore de ses compagnons d'armes. Pour prendre, à partir de sa République démocratique du Congo, la route qui va lui permettre de pousser le bouchon jusqu'à Kinshasa. Les forces angolaises vont rentrer dans le combat et vont profiter de cette avancée des troupes de Laurent Joseph Kabila pour nettoyer complètement cette base arrière de M. Jonas Savimbi. On connaît la suite après, comment Savimbi affaibli sera exécuté au niveau de la frontière avec la Zambie, du côté angolais d'ailleurs. Donc, et d'ailleurs, une partie des troupes de M. Savimbi défaites au niveau de la RDC vont se retrouver à Pointe-Noire. C'est l'une des raisons de la chute de l'ancien président congolais, le professeur Lissouba. On va refaire l'histoire un autre jour. Donc, vous voyez donc, quand maintenant les Rwandais, aidés par les Ougandais, décident de destituer Laurent Désiré Kabila, parce que celui-ci refuse de faire la politique dictée par Kigali, qui vient à la rescousse du Congo. Celui qui vient à la rescousse du Congo, c'est d'abord le camarade Bob, c'est-à-dire Robert Mugabe, dont les troupes seront les premiers à descendre sur le sol congolais pour aider les Congolais. Et en plus de cela, dans la foulée, on aura les troupes angolaises, une fois de plus, qui viendront au secours du Congo et repousser les troupes rwandaises, les troupes ougandaises et les troupes tanzaniennes, je peux le dire même burundaises, jusqu'à leurs frontières. Et après, on s'est rendu compte que le Congo n'avait pas d'armée. Il fallait donc au moins former les officiers qui auront la charge de former la nouvelle armée congolaise. Ces officiers congolais ont été formés où? En Angola. Donc, quand une fois de plus maintenant, l'Angola, dans tout ce flou artistique que d'ailleurs notre ami Mutumbi vient de nous décrire, là où vous voyez qu'on ne sait pas qui est l'allée de qui fait quoi. Oui. C'est un flou total. Il y a d'un côté les gens de Fayulu, de l'autre les gens de Kabila, de l'autre les gens de Willy Goma et Corneille Nangaa, et puis le gouvernement de Kinshasa. C'est une cacophonie généralisée. C'est pour ça que je vous ai dit que la question congolaise est très complexe, extrêmement complexe. Quand
il décide donc de se dire, bon, on ne peut pas laisser nos frères dans cette situation, il faut quand même qu'on reprenne le bâton de pèlerin pour tenter, n'est-ce pas, d'apporter une quelconque paix par le biais d'une négociation authentiquement africaine. Oui. Il se déploie, il met tous ses moyens, malgré le refus dans un premier temps du gouvernement de Kinshasa de rester sur la même table de discussion, les négociations avec les rebelles de M23, malgré les conseils, n'est-ce pas, de la CENCO et d'autres personnalités quand même importantes au niveau du Congo. Le président Lorenzo et l'Angola mettent quand même le bouchon double et se disent que cette fois-ci c'est bon. À partir du moment où le président Tshisekedi accepte enfin de discuter avec le M23, oui. La réunion est donc prévue pour le lendemain ou au niveau de Luanda. Et patatras, qu'est-ce qu'on constate? Alors que tout le monde a attendu à Luanda, des gens qui sont en Occident, l'Union européenne, la Belgique, mettent le sable dans notre tapioca et commencent à balancer des sanctions à tout vent. Finalement, le M23 et l'Alliance du fleuve Congo décident de se rétracter et de ne plus aller à Luanda. Et le lendemain, où on se dit peut-être qu'il y a des tractations nocturnes qui sont en train de se passer pour convaincre les uns les autres que malgré les sanctions, venez quand même vous retrouver à Luanda pour démarrer le processus de réconciliation et de dialogue intercongolais. On retrouve, comme par magie, M. Kagame et M. Tshisekedi ou à Doha, au Qatar. C'était l'humiliation de trop dans cette affaire. Donc on peut valablement comprendre le courroux du président Lorenzo. C'est une manière de dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette attitude mièvre, cette attitude de couardise de la part de deux acteurs d'un conflit aussi important que le conflit de l'Est plus démocratique du Congo, que sont le président Kagame et le président Tshisekedi, qui refusent de venir en terre africaine pour tenter de trouver des solutions à leurs divergences, mais préfèrent plutôt se déporter du côté, n'est-ce pas, de Doha au Qatar, dans le Golfe arabique, pour traiter des questions qui impactent d'abord aux populations africaines au niveau de notre continent. Je crois que tout Africain s'est senti blessé d'abord par cette attitude de ces deux dirigeants-là. On s'est senti blessé. Moi, le premier, patient Parfendon, vous avez parfaitement raison de remettre tous ces éléments sur la table. Mais aujourd'hui, au regard de l'évolution de la situation depuis justement le retrait de ces parties prenantes du processus de Luanda, on a l'impression que les résolutions de Doha sont implémentées. On nous annonce un cessez-le-feu. Les positions sont clairement affichées. Le M23 souhaite se retirer de Walikale, privilégiant la voie du dialogue. Kinshasa salue justement ce retrait, tout comme Kigali, même si les FARDC se tiennent tout de même en alerte. Le Qatar salue également cette position, estimant que c'est un pas de plus vers l'apaisement. Patient Parfendon. Mais c'est ça qui fait le plus mal. C'est-à-dire que les Africains démontrent aux yeux du monde qu'ils sont incapables de régler leurs problèmes eux-mêmes. Il faut toujours qu'il y ait soit ceux qui nous ont vendus comme des moutons pendant 5 siècles, c'est-à-dire les impérialistes occidentaux, ou bien alors ceux qui nous ont eux aussi vendus comme des moutons pendant 13 siècles, c'est-à-dire pendant la traite arabo-musulmane. Et que ce qui est important, c'est la question de l'influence, c'est la question de l'argent, c'est la question des pressions diverses, même des pressions souterraines que pour l'instant, je ne pense pas que c'est seulement du fait du Qatar que ces deux individus se sont retrouvés là-bas. Et ça fait honte à l'Afrique. C'est une véritable honte. Ça dit que c'est un continent où les gens sont incapables de se faire confiance entre eux. Et où, quel que soit, n'est-ce pas, le fait qu'un voisin qui voit ses frères en train de s'entre-déchirer décide quand même de se mettre au milieu pour dire, mais attention, nous avons notre arbre à palabre qui est séculaire. Asseyons-nous autour de cet arbre à palabre et tentons de résoudre nos problèmes domestiques entre nous. Et que vous, la seule solution que vous trouvez, et que vous validez, et que vous continuez même de donner l'impression qu'elle est la plus crédible, c'est celle qui vient de l'extérieur. Quelle est l'image que vous donnez aux Africains que nous sommes quand vous vous comportez comme ça? J'interroge M. Tshisekedi, j'interroge le président Kagame. Mais faut-il néanmoins donner une chance de réussite à ce processus d'apaisement, patient Parfendon? Mais vous savez que je suis... En dépit du fait que notre image soit en sorte écornée aujourd'hui. Mais il faut d'abord le souligner. Oui. Mais je suis celui sur votre plateau, vous n'allez quand même pas me l'enlever. Oui. Qui pense toujours que chaque fois que les vies humaines sont sauvées, chaque fois que
on ne verra plus nos mamans, nos filles, avec des bébés sur le dos, faire des kilomètres et des kilomètres pour se mettre à l'abri. Chaque fois qu'on pourra ne plus avoir des blessés, souvent des blessés avec des amputations de jambes, j'avais dit des infirmités à vie. Chaque fois que, une fois de plus, on peut passer une journée sans entendre le sifflement d'une balle ou bien la détonation de l'explosion je ne sais pas, d'une roquette ou bien d'une grenade, c'est toujours quelque chose de gagné pour l'Afrique. Et je dis, chaque fois, même si c'est où les Africains peuvent se retrouver pour se parler, c'est une très bonne chose. Mais, Nguéné, nous sommes dans un monde en mouvement. Nous sommes dans des mondes avec des dynamiques incroyables. Je ne dirais pas non. On a vu l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux pays frères, si on peut les appeler comme ça, mais point de vue au moins de leur religion, parce que les Iraniens c'est les Perses et les autres sont les Arabes, accepter de s'asseoir autour d'une même table sous le magistère de qui, ou bien sûr l'entremise de la Chine, qui est quand même lointaine. Mais là encore, il y a quand même des justificatifs ou bien des explications à cela qu'on a apporté sur votre plateau. Je ne dis pas non. On a vu d'autres conflits à travers le monde, que ce soit la rencontre entre les États-Unis et la Russie, se passer sur le sol saoudien, les deux hyperpuissances mondiales. On comprend très bien. Mais l'Afrique sort de beaucoup de traumatismes. Et l'Afrique a besoin de symboles pour montrer qu'elle se réveille enfin. L'Afrique a besoin de symboles pour montrer qu'elle se réveille enfin. Il aurait été de bon ton, il aurait été plus indiqué que cette rencontre de Doha se passa plutôt à Luanda. Et que, enfin, si nos amis qataris veulent participer, n'est-ce pas, dans les négociations pour justement assouplir, pour justement donner corps à cette paix-là, qu'ils viennent donc s'arrimer, n'est-ce pas, à la négociation angolaise et africaine à partir de Luanda pour faciliter les choses et arriver à cet état de choses. Mais insulter, parce que c'est une insulte qui s'est passée du côté de Luanda, comme ce fut le cas, n'est-ce pas, la conscience africaine manquait, n'est-ce pas, de cette manière aussi brutale et violente et barbare à nous redonner notre dignité, tout simplement parce que de l'autre côté, il y a beaucoup des pressions diverses, dont certainement aussi financières, je ne l'oublie pas, mais aussi d'autres formes de pression que nous ne savons pas. Parce que moi, je continue de me poser la question, quel est le rôle des États-Unis dans cette fameuse réunion de Doha? Donc, je crois sincèrement que pour les Africains que nous sommes... Là, vous questionnez le rôle d'un acteur qui n'a pas été évoqué. Oui, mais moi, je peux vous dire qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin, cet acteur-là. Donc, je continue de dire et de penser que les Africains doivent comprendre que nous sommes dans un monde où les gens nous regardent. Et quand nous posons des actes comme ça, ils se détournent. Ils se disent, de toute façon, ces gens n'ont pas encore compris, n'est-ce pas, les nouvelles dynamiques qui sont en train de sculpter le monde moderne et le monde à venir. Et s'il y a des agences de notation souterraine, ils notent pour montrer que ces gens ne sont pas encore mûrs. Ils ne comprennent pas encore la véritable marche du monde. Et ça, à mon sens, c'est une véritable défaite pour le travail au quotidien que certains Africains sont en train d'abattre au quotidien. Mais c'est aussi une explication du manque de confiance entre les Africains. Et si vous ne pouvez pas faire confiance à votre frère, je ne suis pas sûr que c'est entre vous que la confiance régnera à terme. Quand ce pourquoi les ingrédients qui ont été mis sur place, pour que vous retrouvez au Qatar, le jour où ces ingrédients vont disparaître, je suis convaincu que la guerre va recommencer. Voilà. Alors...